Bonjour à tous. Merci au nouveau président Mathieu Del Rio d'avoir organisé ce bel EPU. Moi, je suis très content de participer à cette session 100% santé parce que M. Collet a rappelé tout à l'heure qu'il y a quelques années, les appareils auditifs étaient chers, marchaient mal. J'ai connu cette période et je trouve que cette réforme est une avancée extraordinaire et qu'il est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour qu'elle soit pleinement réussie par la qualité. Donc, alors, je ne pouvais pas faire intervenir sur les questionnaires sans faire un questionnaire. Donc, vous pouvez aller sur l'application, voilà, ou flasher le QR code et répondre rapidement à 2-3 questions. Alors, la première question, utilisez-vous un questionnaire patient dans votre pratique? Est-ce qu'on peut voir les résultats des votes, s'il vous plaît? Bon, désolé pour ce... On verra si on a réussi tout à l'heure. L'idée, c'était de montrer qu'avec rapidement, on pouvait avoir un certain nombre d'informations pertinentes sur certains sujets. Alors, je vais parler aujourd'hui, non pas de tous les questionnaires, hein, on ne parle pas des questionnaires dédiés aux enfants, on ne parle pas de questionnaires pour acouphènes, spécifiques acouphènes, ou sur les efforts d'écoute, on va parler des questionnaires qu'on peut utiliser en routine dans le parcours de soins de l'appareil d'un adulte. Donc, au point de vue réglementaire, qu'est-ce qu'il existe? Dans l'arrêté du 14 novembre, concernant le suivi de la qualité, la prescription d'une aide auditive, sa délivrance et les prestations qui y sont associées s'accompagnent de l'envoi à différentes étapes de questionnaire aux patients. Et donc, il y a 3 étapes qui sont mises en avant dans cet arrêté. C'est au moment de la prescription, les questionnaires partie 1, au moment de l'acquisition après la période d'essai probatoire, et puis, on peut dire à mi-parcours, à 2 ans, un questionnaire qui est appelé questionnaire 3. Donc, à ma connaissance, pour l'instant, le questionnaire de la DSS n'a pas été mis en œuvre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des moments importants auxquels les questionnaires peuvent être utilisés. Alors, quel intérêt en pratique clinique? Le premier, c'est que les tests de audiométrie ne reflètent pas le vécu du patient. On a tous connu des patients qui avaient des pertes auditives à peu près identiques et qui vous rapportaient des difficultés très différentes. Le deuxième intérêt, c'est que les attentes du patient ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres. Vous pouvez être convaincu qu'il faut rétablir une audition dans certaines situations, alors que le patient, ce n'est pas du tout sa priorité. Et le troisième intérêt, c'est que le questionnaire permet de poser des questions précises sur des thèmes que vous avez choisis et avoir des réponses qui sont chiffrées et utilisables, soit des niveaux individuels, soit des niveaux de suivi de cohorte, par exemple. Alors, quelles sont les étapes importantes? Vous voyez, dans le parcours de soins d'appareillage, la première étape, donc, qui est finalement assez proche du diagnostic, c'est au moment du bilan pré-prothétique. Il y a des mesures qui sont importantes, qui sont les mesures de handicap perçues par le patient et de ses besoins. Et ça a fait l'objet, vous savez qu'il y a des recommandations de parcours de soins du patient presbyacousique qui ont été mis en œuvre sous la direction du professeur Taïwan. Et donc, ont participé un certain nombre d'audioprothésistes que vous voyez ici. Et des recommandations qui ont été émises sont, en début de parcours, il est recommandé de demander aux patients d'auto-évaluer la perception de ses difficultés, ce qui est un élément déterminant pour l'acceptation de l'appareillage. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et de nombreux questionnaires permettent d'évaluer la gêne et les besoins d'amélioration dans différentes situations. Donc, je fais une petite parenthèse sur un outil nouveau qui a été mis en place par l'équipe de Damien Bonnard du CHU de Bordeaux et qui est la version française de l'HHIES. Donc, l'HHIES, c'est un questionnaire qui a déjà quelques années, parce qu'il a été mis en place dans les années 80, donc c'est déjà ancien. Il y avait une version longue et puis une version courte, donc c'était utilisé en langue anglaise. Et c'est intéressant parce qu'il y a 5 questions qui concernent les difficultés sociales et 5 questions qui concernent le retentissement psychologique
de la surdité, avec des questions, vous voyez, avez-vous des difficultés à entendre quand quelqu'un parle en voix basse? Vous sentez-vous handicapé par un problème d'audition, etc. Chaque question peut avoir la réponse oui, parfois non, avec une cotation 4 points, 2 points ou 0 points. Donc le total est échelonné entre 0 et 40, 40 exprimant quelqu'un qui se ressent un très grand handicap auditif. Alors l'équipe de Bordeaux a donc mis en place cet outil, donc retraduit en langue française, pour en faire un outil de dépistage. Donc il a été testé sur 294 personnes, âge moyen 67 ans, 192 normaux-entendants, 102 sourds, et la valeur 8 et la valeur seuil qui a été trouvée pour déterminer une forte probabilité de surdité. Donc vous voyez ici en abscisse le score au questionnaire HHIES, en ordonnée l'audiométrie tonale, et donc en dessous de 8, la valeur prédictive positive, 74,5%. En dessous de 8, la valeur prédictive d'avoir au-dessus, on a 74% de chance d'être sourd, si le score est au-dessus de 8, et en dessous, 89% de chance de ne pas avoir déficit auditif. Donc, c'est intéressant. Alors, on voit aussi ici des sujets qui ont un score élevé, vous voyez, entre 8 et au-delà de 8, et qui n'ont pas de baisse d'audition tonale, qui sont peut-être des cas intéressants de déficience auditive. On a parlé tout à l'heure de gens qui avaient, ce matin, beaucoup de personnes qui n'avaient pas de perte auditive tonale, mais qui avaient des difficultés. Et puis, on a ici d'autres sujets qui ont une baisse d'audition et qui ne perçoivent pas d'handicap majeur. Donc, l'équipe de Bordeaux est allée un peu plus loin en regardant quels étaient les sujets qui avaient présenté des indicateurs d'appareillage, comme ça a été décrit tout à l'heure. Donc, soit un seuil d'intelligibilité supérieur dans le silence supérieur à 30, soit une perte d'audiométrie tonale dans le silence supérieur à 30, soit un écart du test dans le bruit de plus de 3 décibels. Et là, la valeur qui a été déterminée, c'est la valeur 16 comme valeur seuil. Donc, la plupart des sujets qui étaient au-delà de 16 avaient un de ces indicateurs, donc étaient en indication d'appareillage. Donc, ça, c'est la grille de lecture. Alors, pourquoi cet outil est intéressant? On a trouvé que c'était intéressant de le tester en laboratoire, et vous allez voir qu'on a trouvé des choses plutôt originales, parce que voilà, trois patients ici, avec des pertes pertes tonales moyennes quasiment identiques, et avec des scores très différents. Vous voyez 22 pour Madame A, 4 pour Monsieur R, et 36 pour Madame C. Donc, on a vraiment un vécu de la surdité qui est très différent d'un sujet à l'autre et qui peut être exprimé par ce genre de questionnaire et donc coté avec une valeur numérique. Autre exemple, 2 sujets qui ont des pertes auditives tonales moyennes strictement identiques avec des scores très différents. Donc ce qui est intéressant, c'est ça permet à l'entrée du parcours d'appareillage d'évaluer le ressenti de la surdité par ce patient. Et pour certains, bien entendu, ils sont dans le déni. Et donc, s'escrimer à les appareiller n'est pas forcément intéressant. Donc voilà un petit peu l'utilisation. Vous voyez ici, on a fait mesurer sur 55 patients d'âge moyen 68 ans. Et donc, au-delà de 8, on voit que la plupart des patients qui étaient venus nous voir étaient bien effectivement au-delà de 8 et au-delà de 20 décibels. Mais on a un sujet ici, vous voyez en rouge, qui est probablement une perte auditive un peu compliquée parce qu'il n'a pas vraiment de perte auditive tonale. Et puis les sujets en bleu sont probablement des sujets qui sont dans le déni, en tout cas ils ne sont peut-être pas prêts à accepter une aide auditive. Donc ça, c'était la première mesure, c'est la mesure du handicap perçu. Deuxième mesure, c'est les attentes. Donc là, je vais peut-être aller un peu plus vite parce que le COSI, tout le monde connaît. C'est un questionnaire qui n'évalue que les besoins spécifiques du patient. C'est un questionnaire ouvert. Le patient va donc
choisir lui-même des situations auditives qui sont importantes. C'est un temps de remplissage qui est en 15 minutes et qui se fait plutôt par interview, c'est-à-dire qu'il faut discuter avec son patient pour lui faire exprimer ces situations importantes. Il n'y a pas de norme préétablie parce qu'il y a énormément de situations auditives différentes, bien entendu. Donc 2 exemples, voilà, patient A qui va nous dire moi ce que je veux c'est suivre les films à la télévision, comprendre mon prof de gymnastique, comprendre la conversation avec mon ami, et le patient B qui va nous dire, qui a une vie sociale beaucoup plus active, qui va nous dire mais moi je veux entendre au restaurant, au téléphone, mieux entendre mon épouse et comprendre en réunion quand l'interlocuteur est loin de moi. Donc l'utilisation se fait en 2 temps. À mi-parcours, on va indiquer si l'amélioration est très nulle, qui est légère, moyenne ou élevée. Et en fin de parcours, donc en fin de période d'essai, on va coter entre 10%, 25%, 50%, 75%, je ne sais pas si vous voyez, et 95%, eh bien le pourcentage d'amélioration évalué par le patient dans cette situation-là. Donc, première étape, c'est effectivement les questionnaires utilisables pour faire un peu le point avec son patient. Deuxième étape importante, eh bien, ce sont les mesures du bénéfice patient. Donc, comment peut-on mesurer le bénéfice? Comment lui peut exprimer son évaluation du bénéfice? Là, à nouveau, les recommandations de bonne pratique ont bien confirmé qu'il est recommandé d'utiliser les questionnaires en complément des mesures audiométriques qui permettent de donner un aperçu plus complet du bénéfice prothétique global. Alors là, il faut réfléchir un peu aux conséquences d'une déficience auditive avant de choisir son questionnaire, parce que ça, c'est des descriptions de l'OMS qui datent des années 80. Quand il y a une déficience, eh bien, ça entraîne une incapacité. Donc là, une incapacité à communiquer. Il va entraîner un handicap, donc un handicap social. Le handicap, c'est la confrontation entre l'incapacité du sujet et ses besoins dans la vie de tous les jours. Donc il va un handicap qui dépend aussi de la façon dont le sujet va vivre son déficit, de ce qu'il va mettre en œuvre pour le combattre, etc. Et en bout de chaîne, c'est la qualité de vie. Bon, la qualité de vie, c'est un concept un peu compliqué qui met en jeu un tas de données, mais en fait, c'est intéressant de savoir si le sujet estime qu'il a une bonne qualité de vie. Donc, quand on veut faire une mesure de bénéfice patient, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut mesurer. Est-ce qu'on veut mesurer les compétences auditives uniquement? Est-ce qu'on veut mesurer le retentissement de cette surdité dans le handicap tel qu'il est perçu par le patient? Est-ce qu'on veut mesurer sa qualité de vie? Est-ce qu'on veut mesurer le produit et les services? Et puis, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire comme mesure? Est-ce qu'on veut comparer 2 états, une mesure avant, une mesure après, voire 3 états, une mesure à 2 ans, voire à 4 ans? Ou est-ce qu'on veut mesurer une amélioration? Donc, dans ce tableau ici, vous avez les outils disponibles aujourd'hui, en langue française, qui permettent de faire ce genre de mesures avec... Dans la colonne de verte, vous avez le nombre de mesures, savoir si c'est une mesure d'une amélioration ou une mesure d'état. Ensuite, dans les colonnes bleues, les dimensions qui sont mesurées par le questionnaire. Donc, vous voyez, on a certains questionnaires qui ne s'intéressent qu'à la capacité auditive. C'est le cas de l'AFAB, par exemple, que tout le monde connaît, qui est fait sur 24 questions et qui ne mesure que les capacités auditives. C'est aussi le cas du COSI, bien sûr, parce que c'est la situation auditive du patient. Donc, dans la colonne orange, vous avez le nombre de questions. Donc, on voit bien qu'il y a des questionnaires qui sont très chronophages, parce qu'il y a 20 questions, 48 questions, c'est long. Et puis, en orange clair, le nombre de l'échelle des réponses, qui peut être intéressant quand on fait du travail de mathématiques pour avoir des informations pertinentes sur les résultats. Alors, on va regarder ce qui peut être fait par un questionnaire rapide qui s'appelle l'IOIHA. C'est un questionnaire très bref
qui permet de mesurer un certain nombre de dimensions, le temps de port de l'aide auditive, le bénéfice, les difficultés résiduelles, la satisfaction, l'incapacité résiduelle, l'effet sur l'entourage et la qualité de vie. Donc c'est en 7 questions. Et donc on a fait une étude pilote rétrospective dans 2 centres Audiolab avec Julie Bestel, et donc on a collecté un certain nombre de données pour essayer de réfléchir à l'intérêt d'utilisation d'un tel questionnaire qui est rapide. On a collecté donc l'âge du patient au moment du remplissage, la perte auditive tonale moyenne, droite et gauche, et on va dire le gain en RCRT, c'est-à-dire que le test dans le bruit avant appareillage, test dans le bruit après appareillage, quelle amélioration le patient avait en termes de compréhension dans le bruit. Donc voilà la distribution des âges, assez classique en audioprothèse, avec un pic aux alentours de 70-80 ans. Distribution des pertes tonales moyennes également assez classique, avec un pic aux alentours de 40-50 décibels. Ici, voilà le nuage de points des résultats. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a une grande disparité de résultats. Et si on veut identifier des patients qui ne sont pas satisfaits, qui n'ont pas la moyenne, par exemple, et si on croise ça avec des patients qui ont un résultat dans le bruit qui est inférieur à 3 décibels, c'est assez facile d'identifier ces patients-là et d'aller voir ce qui s'est passé. Ce sont des patients qui n'ont pas forcément exprimé, leur insatisfaction, qui ont fait l'acquisition de l'appareillage sous peut-être la pression familiale, sous différents motifs, et qui, lorsqu'ils remplissent le questionnaire sans être en face de l'audioprothésiste, vont finalement exprimer les résultats tels qu'ils les perçoivent, et donc pas forcément tels que nous, on les a perçus en tant que professionnels. Donc là, typiquement, ce patient, il les porte beaucoup, mais il a encore de grandes difficultés, donc il sera revu. Voilà, donc en conclusion, le questionnaire est un outil important qui permet d'évaluer la perception du patient. Il est complémentaire aux autres mesures. Il faut éviter les questionnaires maison et utiliser les questionnaires validés. Et je tiens à saluer le travail qui est fait par Annie Moulin et son équipe, qui a validé un certain nombre de questionnaires, dont le SADL et le SSQ, qui sont des questionnaires intéressants, relativement rapides. Donc aujourd'hui, il existe de bons outils disponibles qui sont utilisables et je vous invite à les utiliser. Voilà, je vous remercie. Alors je suis désolé, on n'a pas pu avoir le résultat de ce questionnaire, mais... si, il arrive. Voilà. Je pense qu'il fallait attendre le vote, la fin du vote. Comment ? Il fallait attendre la fin du vote, mais vas-y, je te laisse commenter les réponses. Ok, non mais voilà, donc ce que je voulais montrer, c'est que poser des questions sur des questions précises, sur des choses qui nous préoccupent, eh bien c'est intéressant parce qu'on peut avoir, non seulement là, on peut avoir un panorama de la vie de la salle, mais on peut également voir qu'il y a quand même pas mal de personnes d'audioprothèse qui ne l'utilisent jamais. Il y a peut-être, si on va chercher les résultats individuels, des gens qui l'utilisent systématiquement et qui trouvent que ça ne sert à rien. On peut y avoir des gens qui ne l'utilisent jamais et pourtant qui trouvent que ça serait très intéressant. Donc on peut à la fois avoir un panorama, mais aussi aller chercher des informations individuelles à travers ce genre de questionnaire. Donc il y a quand même 50% de répondants qui estiment qu'il faut prendre entre 2 et 5 minutes, ce qui est bien. Voilà, merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions, c'est bien, tu as fini en avance, donc ça permet que la salle te pose quelques questions. Alors, il y en a quelques-unes
qui s'impose. Par rapport au déni dont vous parlez sur les questionnaires, avez-vous les chiffres du HHIES par catégorie d'âge? Non, ça, je n'ai pas ça. Je ne sais pas si les cubes de Bordeaux, il y a un âge moyen, il y a une répartition normand-entendant, malentendant. On l'a vu, une centaine normand-entendant, mais non, je n'ai pas de données sur les catégories d'âge. Alors, par rapport au questionnaire que tu as toi-même fait et que tu as proposé, et selon ta communication, a priori, il vaudrait mieux que le patient le remplisse seul, le questionnaire. Il ne faut surtout pas que l'audioprothésiste intervienne et interagisse parce que ça aurait un impact sur ses réponses. Il n'oserait peut-être pas dire ce qu'il souhaite. Alors, en principe, il y a des consignes pour ça. Les consignes sont, sauf que le COSI qui nécessite une discussion avec son patient, mais les autres questionnaires doivent être remplis tout seul, c'est-à-dire on appelle ça des auto-questionnaires. Donc le patient le remplit seul, sans être influencé par la présence du professionnel. Alors, tu as une question également sur où pouvons-nous trouver ces questionnaires. Donc j'ai envie de dire dans l'article de 5000 mots que tu vas présenter pour les cahiers de l'audition, pour avoir une synthèse de l'EPU voilà, que l'on attend tous avec impatience. Mais la question était, bonjour, où pouvons-nous trouver ces questionnaires? Merci. La plupart sont en accès libre. Hein. La plupart des questionnaires que j'ai cités sont en accès libre. Donc, il y a notamment celui de Bordeaux, il y a un QR code que je n'ai pas là, mais que je peux mettre à disposition, qui permet d'aller tout de suite obtenir le questionnaire. Et ce questionnaire, le questionnaire HHIES, va être un outil de dépistage, pas de diagnostic, mais un outil de dépistage, va devenir un outil de dépistage parce qu'il est très rapide et qu'il a de bonnes valeurs prédictives. Il y a également plusieurs questions sur quel type de questionnaire va nous imposer la CPAM. Est-ce d'actualité? Est-ce obligatoire avec le nouveau décret? Bon, je crois que tu as déjà un petit peu répondu. Alors, ce qui est dans l'arrêté, c'est qu'on voit les moments, je pense, importants pour un organisme payeur qui veut avoir des informations sur le parcours de soins, sur l'efficacité de ce qui a été mis en place. Mais ma connaissance, il n'y a pas de, je ne sais pas si un questionnaire a été retenu aujourd'hui.